Bienvenue, merci à vous de nous rejoindre pour Sport Weekend du basket, du football. Amoureux du sport, vous allez être comblés aujourd'hui. Tous nos spécialistes sont là pour vous. Lise Barimbaud, Mélinor Lalo et vous, Julien Valloul. Ensemble, nous allons faire le tour de la planète sport, des résultats, des polémiques et des émotions fortes. C'est au programme du jour et je vous propose tout de suite de commencer par du basket. La NBA, ce n'est pas seulement des playoffs, c'est aussi un show à l'américaine. Les célèbres Harlem Globetrotters sont venus en Israël, à Haïfa plus précisément, pour un show d'exhibition. Les foules se sont déplacées nombreuses. C'était en effet l'occasion pour les Israéliens de rêver et de profiter de dunks et de paniers impressionnants. Un jeu pas vraiment dans les règles, vous allez voir, mais un spectacle unique qui a enchanté les grands, mais aussi les petits. Vous vous en doutez, la caméra d'i24 News était de la partie. Regardez le reportage de Jonathan Selem. 20 minutes, cela peut paraître interminable pour les enfants, surtout quand il s'agit d'aller découvrir un vrai show de basket à l'américaine. Et pourtant, ils étaient des milliers à devoir faire preuve de savlanout, comme on dit en Israël, de patience, pour entrer dans le palais des sports de Haïfa et participer à un spectacle des Harlem Globetrotters. Le show, venu tout droit des États-Unis, met en scène deux équipes. D'un côté, les All-Stars, habillés en noir, et de l'autre, les vraies stars de ce show, les Harlem Globetrotters. Avec un match pour excuse, les joueurs des deux équipes s'affrontent pour obtenir le plus de points et gagner le match. Mais le véritable enjeu de ce match, impressionner. Et ça commence dès l'échauffement. On assiste alors à des dunks en série et des actions complètement délirantes. Et même l'arbitre est mis à contribution. Mesdames et messieurs, je vous présente Shrek. Shrek est enceinte. Le match commence alors réellement et les artistes du ballon rond vont alors faire découvrir aux spectateurs bien rapidement des actions jamais vues en match. Entre les cartons, les spectateurs sont invités sur le parquet pour participer au spectacle. Concours de tir, chaises musicales, conseils de basketteurs professionnels. Aux yeux de tous, le spectacle est un réel succès. Un show qui sera présenté dès le lendemain à Tel Aviv et qui, c'est en tout cas le souhait des nombreux enfants présents ce jour-là, permettra aux joueurs du Maccabi Tel Aviv de s'inspirer afin de remporter le Final Four de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Vous avez vu Lise Barimbaud, il y a même des pas de danse sur le parquet du basket. Alors on va revenir à des choses un peu plus sérieuses. En NBA, il y a un joueur qui a un lien très particulier avec Israël. Oui, c'est Amar'e Stoudemire. C'est vraiment un cas atypique au sein de la NBA. En fait, il joue chez les Knicks à New York et il a découvert dans les années 2000 qu'il avait des racines juives du côté de sa mère. Et donc, il a décidé d'aller explorer le judaïsme. Il s'est converti déjà en 2010 officiellement. Il s'est fait tatouer une étoile de David sur le bras. Et puis, dans la foulée, il a entrepris un grand voyage en Israël. Il a été partout, à la mer Morte, à Jérusalem, à Beersheba. Il a même rencontré Shimon Peres à l'époque. Donc, c'est vous dire l'importance que lui accorde l'État d'Israël. Oui, alors c'est un inconditionnel vraiment d'Israël. Ben oui, il s'investit énormément. Bon, déjà, il vient tout le temps en vacances. Et puis surtout, il a racheté 90% des parts du club de l'Hapoel Jérusalem. Et on dit qu'il aimerait même jouer avec la sélection nationale israélienne puisqu'il ne joue plus avec la team USA depuis 2007. Lise Barimbaud, ça pourrait vraiment se concrétiser de voir un joueur de la NBA venir ici en Israël, une star comme lui? Je peux pas vous le confirmer. Tout ce qu'on sait, c'est que son contrat avec les Knicks s'arrête en 2015. Il a déjà 31 ans. Et quand on lui demande s'il a envie de venir jouer en Israël, il ne nie pas. Donc, à voir. Alors, en tout cas, ce Stoudemire, il parle de sport, mais il parle aussi de judaïsme. Quand on commence à parler de judaïsme, on ne l'arrête pas. Oui, alors il s'investit énormément, il fait plein de choses. Il s'est même improvisé producteur de documentaires, puisqu'il a soutenu un réalisateur qui a fait une enquête sur les Hébreux africains. C'est une communauté d'Afro-Américains juifs qui a immigré de Chicago dans les années 60 et il a soutenu financièrement ce projet. Et toute cette publicité, est-ce que ça plaît aux Knicks? Ça plaît pas trop aux Knicks, surtout depuis ce grand voyage de 2010 qui avait été vraiment surmédiatisé, parce qu'il y a eu des problèmes d'antisémitisme dans cette équipe, des joueurs avaient été accusés, et en fait on dit que son judaïsme à Stoudemire serait pas authentique et que c'est juste une opération de communication pour rallier plein de fans juifs à New York. Pourtant, il a l'air très sincère. Ce qu'on voit dans la presse, oui, écoutez, il dit qu'il mange cachère, il porte souvent sa kippa, il s'est marié
religieusement. Il a même pris la nationalité israélienne, ce qui confirme peut-être qu'il va venir jouer un jour en Israël. Mais quand on lui demande, il a un discours un peu étrange sur le judaïsme. Il dit si on se penche sur l'histoire du monde, on se rend compte qu'on est tous juifs, ou je me sens culturellement juif. Donc tout ça, ça sonne pas très orthodoxe pour certains et ça provoque un peu de méfiance. C'est peut-être une psychanalyse parce qu'il n'a pas une enfance très facile. Effectivement, c'est peut-être une façon de trouver son chemin, le judaïsme. Il vient d'une famille très compliquée, ses parents étaient en prison, tout ça, et il veut transmettre une éducation très solide à ses enfants à travers le judaïsme. Alors, la NBA qui est secouée ce samedi par un scandale raciste au centre des controverses, des propos tenus par le propriétaire des Los Angeles Clippers, Donald Sterling. Elinor Lalo, que s'est-il passé? Racontez-nous. Alors Donald Sterling, Valérie, il a 80 ans, il est milliardaire, c'est le propriétaire du grand club de la NBA, les Los Angeles Clippers, depuis, figurez-vous, 33 saisons. Et dans une conversation audio publiée par le sulfureux site TMZ, c'est le site De référence en scandale des people américains, eh bien, ils ont publié cette conversation où on l'entend s'adresser à sa compagne d'une vingtaine d'années après une photo qu'elle aurait postée sur Instagram, une photo où on la voit avec Magic Johnson. Et alors il lui dit ça me gêne que tu t'affiches avec des noirs, ne mets pas de photos avec Magic, ne l'amène pas au match, tu peux coucher avec des noirs mais ne le montre pas, ne les amène pas à nos matchs, ce sont des ennemis, rien que ça. 9 minutes de conversation aussi édifiante qu'accablante. Donc le paradoxe complet, c'est qu'évidemment, dans cette équipe de la NBA des Los Angeles Clippers, comme dans toute excellente équipe, il y a évidemment des joueurs noirs, comme Doc Rivers ou Chris Paul. Chris Paul, qui est lui-même le président de l'association des joueurs de la NBA, qui va évidemment donner suite. Ils appellent carrément Sarsin à sa démission. Oui. Il y a la NBA qui veut ouvrir une enquête sur cet homme. Les réactions sont accablantes, en commençant par les principaux joueurs. Oui, et justement, Julien, sur Internet, la première réaction, ça a été celle de Magic Johnson, d'ailleurs. Ah oui, le principal intéressé qui, évidemment, pas tardé à réagir, et ça réagir sur Twitter. Comme ça me permet de prendre la parole dans l'émission le dimanche, donc ça fait plaisir. On va regarder tout de suite deux de ces tweets. Ils sont en anglais, mais je vais vous les traduire, rassurez-vous. Le premier tweet, voilà, il dit le commentaire de Donald Sterling montre le côté noir de la NBA, le côté honteux de la NBA. Et ensuite, il met donc des messages à son ami, notamment Chris Paul, auquel vient de faire mention Elinor, mais aussi le coach Doc Rivers. Et il dit « Je suis désolé pour mes amis qu'ils doivent travailler avec un tel homme ». C'est pas que lui qui a réagi. On voit aussi LeBron James qui a réagi. Lui, vous savez, il joue à Miami. Oui. On va regarder ses réactions. Il dit que si Donald Sterling possédait son club, il pourrait se retirer complètement de NBA plutôt que de devoir travailler avec un tel homme. Et enfin, une dernière réaction rapidement. Un anonyme qui estime qu'on devrait retirer le droit de propriété de Donald Sterling sur les LA Clippers. Alors on l'a vu, Lisa, vraiment ça ne laisse personne indifférent cette affaire. Alors à votre avis, est-ce que c'est la réaction d'un homme jaloux ou bien simplement il est démasqué parce qu'il y a eu des antécédents quand même Oui, c'est pas du tout la première fois que ça lui arrive. En 2009 déjà, il avait écopé d'une amende de presque 3 millions de dollars parce qu'il a refusé des locataires hispaniques et afro-américains dans un de ses appartements à Los Angeles. Il disait préférer des Coréens. Et puis en 2010, un an plus tard, des joueurs de son équipe révèlent qu'il fait venir des femmes afro-américaines dans les vestiaires et qui fait des commentaires scabreux et racistes à leur égard. Merci à tous. Tout de suite, le reste de l'actualité sportive. Et voici ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité sportive ce week-end en boxe. Vladimir Klitschko conserve son titre mondial WBA, IBF, WBO. L'Ukrainien a battu l'Australien Alex Lepaille par KO au terme de la 5e reprise. À 38 ans, le frère de Vitali Klitschko remporte le 62e combat de sa carrière, dont 53 par KO pour seulement 3 défaites, un très beau message pour ses compatriotes alors que l'Ukraine est en proie à de fortes tensions. Sport de combat toujours, Teddy Riner rentre dans la légende et remporte pour la 4e fois le championnat d'Europe de judo qui s'était organisé à Montpellier après 2007, 2011 et 2013. Il empoche à nouveau l'or. Dans la haute catégorie des plus de 100 kilos, dans un remake de la finale de l'année dernière, il a battu le Georgien Adam Okru-Ashvili sur Ippon. Une belle manière de célébrer la naissance de son fils il y a 2 semaines. Et puis, triste nouvelle, l'ex-entraîneur du FC Barcelone, Tito Vilanova, est décédé. Il n'a pas réussi à vaincre son cancer de la glande salivaire. Toute l'Espagne est donc en deuil. Je vous rappelle qu'il a succédé à Pep Guardiola, parti du Barça en avril 2012. Il avait conduit l'équipe au titre national en mai 2013. Il avait également été élu meilleur entraîneur espagnol de la saison. Tito Vilanova avait 45 ans. Tout de suite, on passe au football.
Et en parlant football, quelques matchs de l'Euro 2020 pourraient être organisés ici en Israël. Bonne nouvelle pour le pays. Et si c'était le cas, les matchs seraient organisés à Jérusalem. Bravo l'UEFA, Julien Baloul. Ouais, alors il faut préciser, donc on parle de l'Euro 2020. La spécificité de cette compétition, c'est que pour la première fois, c'est pas un ou deux pays qui organisent, plutôt un pays qui organise la compétition. Ça va étaler sur 16 pays, 16 villes qui vont accueillir des matchs de l'Euro 2020. Oui, c'est vrai que Michel Platini, c'est 13. Michel Platini a changé la formule. Oui, absolument, 13 pays, excusez-moi, 13 pays. C'est Michel Platini qui le souhaitait. Et donc, il fallait porter des villes candidates pour accueillir les différents matchs. 17 pays ont présenté donc une ville. 19 pays, pardon, ont annoncé une ville. Et parmi ces pays, on retrouve Israël qui souhaite accueillir une partie des matchs de l'Euro 2020. Certains pensent que c'est impossible pour des raisons sécuritaires, pour des raisons politiques. Je précise tout de même que l'été dernier, l'été 2013, Israël a accueilli l'Euro des moins de 21 ans, la compétition européenne de football des moins de 21 ans. Donc, c'est déjà en quelque sorte arrivé évidemment à un niveau en dessous, mais ce n'est pas impossible. Parmi les 19 candidats, on compte Israël, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie et la Macédoine qui n'ont jamais accueilli l'Euro. Et ça aussi, c'est un bon point pour Israël parce que Platini, auquel faisait mention tout à l'heure Valérie, Platini, il a eu cette idée de dispatcher l'Euro justement pour favoriser des pays qui n'accueillent pas habituellement des compétitions et des pays dans lesquels on souhaite développer le foot. Donc ça pourrait jouer en faveur d'Israël. En revanche, ce qui ne jouerait pas en faveur d'Israël, c'est qu'Israël a décidé de présenter la candidature de Jérusalem. Oui, c'est Or, ça. Jérusalem, on le sait, c'est compliqué sur la scène internationale. Pour les Israéliens, c'est la capitale du pays. Mais si l'UEFA dit oui, ce sera à Jérusalem, c'est-à-dire en Israël, ils disent que Jérusalem appartient aux Israéliens. Et ça, les pro-palestiniens ne veulent pas en entendre parler. On va voir quelques tweets de réaction. Regardez d'abord un tweet en anglais. Voilà, le choix de Jérusalem, c'est un choix politiquement intéressant. On va passer rapidement au suivant. Ça, c'est un sujet qui est aussi intéressant. Vous savez, le sujet des visas. Israël, souvent, refuse l'entrée sur son territoire à des personnes qui peuvent poser problème. Des personnes qui sont soupçonnées de vouloir causer des troubles à l'ordre public dans le pays, de faire des manifestations côté palestinien. Or, lorsqu'il y a une compétition internationale, n'importe quel voyageur qui a un billet de foot pour aller voir un match a le droit d'entrer. Alors, comment Israël va régler ce problème? Si Israël a le droit d'accueillir la compétition, il va devoir accueillir tout le monde sur son territoire. Comment Israël va régler ce problème? C'est très compliqué. On va voir maintenant des tweets qui concernent vraiment le fait que Jérusalem soit israélienne aux yeux israéliens, mais pas israélien aux yeux des militants pro-palestiniens. On va voir le tweet tout de suite. Voilà un tweet de réponse à JSS News. Il dit « L'entité sioniste aura été expulsée d'Israël et la Palestine ne sera toujours pas en Europe. Sous-entendu, Israël doit disparaître et la Palestine, la région, n'appartient pas à l'Europe. » Voilà, donc il y a beaucoup de tweets sur ce ton. En espérant qu'on arrive à voir le jour, hein, mais c'est vrai que ça va être Réponse compliqué. le 19 septembre. Allez, on suit ça de près. On prend tout de suite des nouvelles de Manchester United. Après s'être séparé de son manager David Moyes, les Red Devils se sont imposés ce week-end 4-0 contre Norwich. Une belle entrée en matière pour Ryan Giggs qui s'occupe de l'intérim, mais pourtant les Mancuniens continuent de chercher un nouveau coach. Et la dernière rumeur, c'est celle de Frank de Boer. Le Néerlandais, actuellement entraîneur de l'Ajax Amsterdam, pourrait donc rejoindre l'Angleterre dès la saison prochaine, alors qu'il vient de remporter le championnat des Pays-Bas. Alors Julien, le futur de Manchester United qui fait quand même beaucoup vibrer l'étoile. On n'aimerait pas qu'il y ait une deuxième saison aussi catastrophique de Manchester United. On n'a pas été habitué à ça. Non, on n'a pas été habitué à ça. Et donc là, on le sait, on a vu les premières performances de Giggs en tant qu'entraîneur de Manchester. Et ça a été très apprécié. Ça a été très apprécié par la twittosphère. Regardez, Giggs a un vrai projet pour Manchester United. Il faut le mettre en deuxième entraîneur l'année prochaine. Regardez. Mais c'est vrai qu'il connaît ce club par cœur. Il était déjà entraîneur assistant. Oui. Il était joueur et entraîneur assistant. Et puis la preuve, ça se passe très bien lors du premier match. Et ça se passe très bien avec des très bons résultats. Et regardez notamment ce deuxième tweet qui va toujours dans votre sens, Valérie. Il était déjà sur le banc, le chemin le plus court, sous-entendu, puisqu'il était déjà entraîneur assistant. Certains voudraient qu'il y reste. Allez, on verra ça. Avant les demi-finales retour de la Ligue des Champions, le Real Madrid et le Bayern se sont largement imposés ce week-end. Les hommes de Carlo Ancelotti ont dominé Osasuna 4-0. Ronaldo a inscrit 2 buts magnifiques, une victoire qui permet au Real Madrid d'attendre sereinement l'autre grand objectif de la saison, cette 10e Ligue des Champions tant attendue dans la capitale espagnole. Je vous rappelle que pour aller en finale, il faudra défendre ce petit but d'avance à l'Allianz Arena mardi. Et puis de son côté, le Bayern de Munich s'est fait peur en étant mené à deux reprises face au Werder de Brême. Les Bavarois, menés par un très grand Franck Ribéry, se sont finalement imposés 5-2. C'est la 27e victoire de la saison en Bundesliga pour le Bayern. Mais attention aux problèmes de défense face au Real, cela ne pardonnera pas.
Et puis avant de terminer cette émission, on revient sur la déclaration de Michel Platini à un mois du mondial à propos des troubles sociaux. Il demande aux Brésiliens, je cite, d'attendre la fin de la Coupe du Monde pour refaire des éclats sociaux. Ça serait bien pour l'ensemble du Brésil et pour la planète football. Une déclaration évidemment qui fait grand bruit. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre présence sur ce plateau. Merci à vous de votre fidélité sur i24 News. On se retrouve pour encore plus de sport demain. Bon pied, bon oeil évidemment. N'oubliez pas notre site internet disponible pour vous en français, en anglais et en arabe. Vous pouvez nous revoir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit au cas où l'équipe de sport de i24 News vous manquerait un petit peu. Nous, en tout cas, vous nous manquez déjà. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Restez avec nous. L'info continue.